Allons enfants de la patrie, God save the Queen. Ouais, ben, avec ça, ouais, à moitié français, anglais, bon. Ah ben, que trouver de mieux pour introduire notre fascinéphile numéro 7, Oui. spécial bon film français 2018. Oui, voilà, les films français qui nous ont marqué cette année. Ah oui, parce que 2018 a été très... Très riche, hein. Voilà, Voilà, très fourni en... très fourni. Ouais, non, En cocorico. Cocorico, c'est vrai. Et puis très varié. Moi, c'est vraiment une des années, une des premières années où le cinéma français propose autant de variétés de films. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment Et en- très dépaysant aussi chez nous. Voilà. Et c'est en ça. plus, c'est notre fascinéphile numéro 7. Et un Voilà. peu comme les avis à vif, hein, tous les 7, tous les 2, on parle du pays au drapeau tricolore. Et oui, quand même. La langue de Molière. Peu de chauvinisme n'a jamais fait de mal. Donc, Patriotisme, je dirais patriotisme. plutôt. Voilà, plutôt. Voilà. Alors, ben, on va tout de suite commencer. Bah déjà, oui. vu qu'on est dans une période de festivité, une période de Noël, Oui. nostalgiquement, je te propose de déballer quelques derniers cadeaux. Bon, allons-y. Alors D'accord. tu verras que là, au pied de ce beau sapin, il Ouais. y a des cadeaux emballés de 3 couleurs différentes. D'accord. Bah, je suppose que tu devines de quelle couleur il s'agit. Oui, j'ai ma petite idée, on va dire. Bah, ouais. c'est surtout que tu les vois, ils sont là. C'est clair. Oui, mais déjà, même sans les regarder, j'avais ma petite idée. Alors, les paquets bleus, ben, ils contiennent des films bien fantastiques. Et oui, Oui. le bleu, le rêve Le bleu. Pourquoi pas, oui, Voilà. c'est ça. Le blanc, lui, il est un peu plus neutre. Disons Oui. que c'est des sujets plutôt réalistes, mais qui sont filmés d'une façon transcendantale, d'une façon qui Oui. vraiment apporte un aspect... Où le traitement est surréaliste un peu, Voilà. mais le contexte réaliste malgré tout. C'est souvent Voilà, ça, c'est un espèce de no man's land, un entre-deux. Ouais, un entre-deux, la zone grise. Voilà, c'est le vote blanc. Le vote blanc, c'est vrai, on peut voir ça comme ça. Et le rouge, le Oh, sang versé, sang. la violence. Eh oui, Et le terre à terre. et le terre à terre du coup, eh oui, bien Donc souvent. le réalisme. Le réalisme. Des films bien quotidiens qui quelque part sont un témoignage Oui. cru De d'une la certaine réalité. façon, tout comme par exemple Jusqu'à la garde, Ah bah oui. le premier film surprise enruballé dans ce beau paquet rouge. Eh oui. D'ailleurs, j'en profite pour retourner notre Ah fameux... bah oui, sablier, qui n'est plus un léger pour l'occasion. Voilà, mais un francésier. Un francésien, oui, pourquoi pas. Allez, Néologisme. néologisme quand tu nous tiens. Allons enfants de la... Patrie. Voilà. Alors bon, Jusqu'à la garde. Et oui, premier film marquant de cette année. De Xavier Legrand. Xavier Legrand. Et d'ailleurs, pour cause, hein, c'est un grand film. C'est un grand film, c'est déjà dans le nom, voilà, comme quoi. Et c'est donc inspiré de son court-métrage, Avant que de tout perdre. Un peu comme Damien Chazelle avec Whiplash. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, pour l'histoire, hein, c'est un couple qui se sépare. Et Eh oui. la grande question par laquelle commence le film, C'est ça. je- Et oui, parce que c'est un côté très social, et c'est Ouais. voilà, qui va avoir la garde, du coup, de l'enfant, enfin des enfants même, hein, mais c'est surtout le plus petit qui est plus déchiré, voilà, entre les deux, et on pressent un peu le drame social au début, un peu lambda, c'est peut-être un peu mauvaise langue, mais le drame social français, on commence à en Voilà. souper, hein, on va dire que... Mais dès le début, on devine déjà que ça va aller au-delà, ne serait-ce même que dans cette mise en scène. Oui. Tu te rappelles ce fameux bureau du juge Oui, oui, qui lit la lettre assez cinglante de l'enfant. c'est ça. Et déjà, les deux époux sont muets, ils ne disent rien, mais Mm. c'est leur avocate à chacun des deux Oui. qui parle et pour eux, et même qui les caractérise. Complètement. L'avocate de la mère qui est très diligente, très... Très diplomate, voilà, dans Tout sa à fait, façon merci. de... Oui, oui. Tandis que celle du père, qui est beaucoup Qui- plus rentre-dedans, Oui, tout à fait, beaucoup plus incisive, et donc oui, t'as raison. c'est acerbe même. acerbe, hein. C'est déjà une façon, voilà, de montrer la différence, le gouffre déjà des personnalités des deux parents. Et en plus, moi je trouve que c'est vraiment comment ça. Sans que les parents ne pipent Non, mot. c'est ça, c'est très très fort. Et après, par la force des choses, peut-être par aussi le manque de la justice qui ne peut finalement résoudre leurs problèmes intrinsèques, intimes, parce que finalement c'est eux-mêmes qui vont prendre les choses en main pour leurs enfants. La mère qui veut garder à tout prix les enfants pour elle, pour les préserver du père. Voilà, parce que la fameuse lettre que Ça. que la juge découvre, c'est une lettre écrite de la main du petit garçon Oui. qui lui demande, qui la supplie de ne pas C'est ça. le confier à son père. Et ce qui est très fort, c'est cette ambiguïté-là au départ. On ne sait pas vraiment si le père est entièrement responsable, s'il est seulement responsable, Voilà, si c'est la mère qui... Ou si c'est l'enfant Oui. qui est manipulé par le côté maternel. Exactement.
Et finalement, le film va révéler ça progressivement. On se rend bien compte que le père est quand même très violent. Et moi, je trouve qu'il y a ce crescendo tout le long où vraiment, ça devient quasiment horrifique. C'est du Shining, hein. Je veux dire, la dernière demi-heure, c'est très oppressant, hein. C'est vraiment une sorte de trac qui se met en place où le père veut à toute force avoir ses enfants auprès de lui, hein. Mais mine de rien, malgré tout, le film n'est pas manichéen. Non. Le père, on le plaint quand même un peu, parce qu'il essaye, il est conscient en plus de sa propre violence, de ses propres démons intérieurs, et on le sent même en souffrance, avec la volonté de les combattre, mais sans y parvenir, quoi. Ça bout trop à l'intérieur, ça rumine trop. D'ailleurs, il est même en conflit avec ses propres parents à lui, qui eux, pour le coup, sont de bons grands-parents envers les petits-enfants. Et du coup, il est dans cette souffrance intérieure et qui à un moment donné explose. Et moi, je trouve que c'est émouvant, même mine de rien. On aurait envie de lui venir en aide, limite, parce qu'on le voit essayer. On le voit essayer, on le voit lutter longtemps même. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que l'acteur impose une telle stature que finalement, ça le dépasse. Ah oui, c'est Denis Ménochet. Denis Ménochet quand même, parce que c'est vrai que dès qu'il est il rentre en scène, on a peur immédiatement, alors que lui-même n'est pas dans une intention forcément directement de faire du mal, c'est pas du tout son intention de départ. Mais directement, il y a cette menace-là. Et comme malgré lui, cette impression qu'il impose, elle étouffe toute réponse. Il n'a pas de réponse de l'autre côté. On le chasse, on le fuit. On est sur la défensive quand on le voit. On est constamment en retraite. Donc quelque part, c'est un peu une réaction. Il réagit comme ça. Il est même prisonnier de ce qu'il est devenu d'une certaine façon. Non, mais c'est immense film français. Avec la fameuse... Ah oui, la fameuse sonnerie de la ceinture qu'il faut absolument attacher. Mais oui. Ça remplace toute musique qui serait angoissante. Là. C'est un leitmotiv sonore qui, à lui seul... En plus, c'est déjà un cliquetis, un tic-tac. Ah oui, qui est déjà bien... Au-delà d'un tic-tac, c'est le bruit des grains de sable. Des grains de sable que l'on retourne. Allons, enfants de la patrie, tiens, de nouveau. Voilà. Je propose que sur ce grand film... on en aborde encore un qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Ah oui, on continue. Cette fois, je te propose d'ouvrir ce paquet bleu. Alors, voyons voir ce qui se cache derrière. Ah, du fantastique, si c'est bleu. Fantastique. Alors, La nuit a dévoré le monde. De Dominique Rocher. Encore un premier film. Alors là, il revisite un peu le mythe du zombie, du mort-vivant, transposé dans la capitale, à Paris. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un tel décor, en fait, d'un coup envahi par cette horde de morts-vivants. Je trouve que c'est assez atypique. On a souvent l'habitude de voir ça. Alors, soit déjà pas en France, pas souvent en tout cas. Ou alors à Busan. Oui, ou à Busan, c'est vrai, dans un train notamment. Il ne faudrait pas abuser. Mais souvent dans des grosses mégalopoles américaines ou alors en campagne. En race campagne. Tout à fait en campagne. Alors déjà pour commencer, tu ne l'as pas suffisamment évoqué, je trouve, la beauté du titre. Très poétique. Hein. La nuit a dévoré le monde. Ce qui est tout à fait ça en plus, parce que les zombies, ce sont des affamés perpétuels. Ouais, tout à fait. Ils symbolisent un peu la nuit. Et c'est justement ça arrive la nuit. Bah oui. Et ce qui est très fort en plus, c'est que le film ne l'explique pas. J'aime beaucoup ces films dans lesquels intervient un élément totalement surnaturel et tout ce qui suit redevient très réaliste. La réaction des personnages pour contrer, pour survivre, pour s'adapter à ça est très réfléchie psychologiquement, très viable, très pensée. Et puis ce qui est assez fort, c'est donc on va suivre un survivant qui va se cloîtrer dans un appartement de Paris. Et finalement, le film va s'employer à nous décortiquer comment, techniquement, il va essayer de survivre à ça. Ah, mais c'est scientifique. Hein. Ah, mais oui, c'est... T'aurais pas cru que les zombies, ça pouvait amener une telle analyse. C'est quand même... Comment survivre aux zombies pour les nuls. Ça me rappelle un peu, d'une certaine manière, Nothing, le film de Vincenzo Natali, où quelque part, toute la disparition, enfin tout l'anéantissement extérieur est dû... et la conséquence de l'état d'esprit des personnages. Aussi. Parce que quelque part, le fait que le monde ait été dévoré par la nuit, c'est d'une certaine manière un peu dû au personnage principal malgré lui, qui est déjà dans une solitude. Pour lui, le reste du monde n'existe pas. On le ressent, la première scène, c'est cette scène de soirée entre jeunes, où lui, il s'enferme déjà dans cette chambre qu'il ferme à clé. Donc, heureusement. Voilà. Heureusement, oui. Mais d'une certaine manière, c'est comme si le fait que tout le monde disparaisse, c'était une conséquence de ce renfermement. On est vraiment en son point de vue à lui. Tout à fait. C'est assez bien vu parce que
même lorsqu'il va avoir une certaine connexion, contact avec d'autres, alors soit il va en avoir un avec un zombie, ça c'est marrant, parce que... Alfred. Voilà, donc finalement pas un semblable, en tout cas, ou plus un semblable. Et il va avoir aussi un contact avec une femme qui va arriver, et finalement, elle a aussi, elle, une fonction particulière. On va se rendre compte que c'est pas totalement non plus ce qu'il pense être. En fait. Voilà, c'est donc, ou encore une fois, on est vraiment dans son point de vue. Et c'est aussi intéressant parce que ça analyse jusqu'où on est capable d'aller dans ce genre de situation, même si fondamentalement, on garde une certaine poésie, ne serait-ce déjà, comme tu l'as cité, cette espèce d'amitié unilatérale, mais quand même on ne sait pas tout à fait qui va se nouer entre le zombie enfermé dans l'ascenseur, parce que les zombies ont cette fâcheuse tendance à ne pas savoir comment utiliser des poignées. Non, c'est ça, tant mieux. Voilà, aussi oui. Mais voilà, parce que l'ascenseur il n'est pas bloqué. Non, du tout, c'est vrai. Voilà, donc ce vieillard, ce voisin d'immeuble qui reste coincé dans l'ascenseur et qui quelque part va devenir la fonction presque du confident, du psychiatre de service. La scène de leurs adieux quand le héros décide finalement de s'expatrier, on va dire, vers des horizons moins zombiesques. Et les adieux qui se dérouleront à ce moment-là sont touchants. Ouais, vraiment. Alors que en fait, en face de lui, il y a un zombie qui pense qu'il y a une chose, c'est le grignote. Finalement, c'est ça qui est beau aussi, c'est le personnage principal. Il va pouvoir se livrer à la seule personne qui n'est plus réellement en vie, en fait, et qui, du coup, ne comprend pas forcément ce qu'il dit. Enfin, peut-être, mais c'est très enfoui. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir aussi, lui, se soigner. Et même aussi, il y a aussi une petite allusion, une petite réflexion sur le principe des foules, les masses populaires qui se réunissent lors des grands concerts de leur... c'est vrai, quand il fait la batterie. La batterie, je crois que ça les attire ou ça les repousse? Alors, ça les attire. Et même il y a un côté presque suicidaire, même s'il se sait en sécurité, mais il y a un côté finalement j'appelle la mort, je lui donne... Je joue avec le feu. Avec le feu. Et puis je propose d'arriver au 3e couplet. Allez. God save the... Patrie. Non, toujours pas. Non, Queen, mince. Voilà, oui. C'est pas... Merci. Alors, eh bien, je te propose cette fois-ci d'ouvrir un paquet blanc. Tiens, il nous reste une couleur. Alors, paquet blanc. Alors là, c'est réaliste, mais pas trop. Voilà. Mais pas trop. Alors là, Ghostland. On en a parlé dans notre avis à vivre numéro 27. Oui. Tout comme Jusqu'à la garde, en fait. Un petit peu. Ne l'oublions pas. Il avait droit aussi un petit peu. Alors, de Pascal Logier. C'est encore un cas de figure dans le cinéma français qu'on voit peu. Cinéma de genre horrifique quand même. Là, on va très dire. Horrifique. On pourrait même lui reprocher d'aller trop dans la violence, mais d'une certaine manière, ça appuie le contraste, quoi. Parce que c'est vraiment un conte. T'as l'ogre, t'as la sorcière. Et puis, de toute manière, l'imagerie du conte, c'est vraiment cette incursion, cette intrusion extérieure. Cette échappée aussi, quelque part. Alors, ça va avec l'intrusion. L'intrusion et l'échappée sont un peu des deux forces qui se confrontent. C'est ça. C'est d'ailleurs, on l'avait dit dans La vie à vif, mais ça s'annonce un peu comme dans Jeepers Creepers ou dans Duel. D'abord, c'est le monstre mécanique, tu vois, la représentation. La camionnette un peu rouillée qu'il ne fallait pas offenser. Non. Et voilà, et là du coup, c'est vrai que ça commence très fort, c'est vraiment, on rentre vraiment dans l'horreur totale. D'un coup, en plus, c'est tout aussi violent, l'incursion de l'ogre. C'est vraiment, et puis il y a quand même cette volonté de... L'ogre qui est un grain. Ah oui, c'est l'ogrin, quoi. C'est l'ogrin. Et en plus, donc ça commence très violemment. Il y a une ellipse qui est faite. Et ce que je trouve dans la structure intéressant, c'est que, en fait, on a l'impression que le début, finalement, on en tient compte, mais on est passé à autre chose. Et en même temps, on sent que c'est toujours là. C'est comme si ça courait. Et que comme s'ils n'étaient pas passés à autre chose, justement. Et pour cause, ça sera le grand... dans un entre-deux. Mais d'ailleurs, c'est très bien le passage de la fiction, du fantasme à la réalité, qui n'est jamais au bon endroit, quelque part. Ce qui fait même qu'on n'est jamais en sûreté, le spectateur. On ne peut pas vraiment se dire, là, ça va, là, je suis de mon côté, je peux me calmer, je peux me rassurer. Ce qui est beau aussi, c'est le parcours en tant qu'écrivain, donc de l'héroïne, parce que quelque part, tout ce traumatisme-là, qu'elle n'a pas fini d'endurer au fond, et que finalement tout ça à l'issue de cette épreuve va presque cristalliser enfin son vrai style littéraire, parce que c'est ça qui dit, elle s'inspire de Lovecraft, de tout un tas d'auteurs. Très beau aussi cette apparition Lovecraftienne. C'est le père spirituel, parce que tout ça c'est une affaire de famille. Ah oui encore. Mais il faut avoir les nerfs bien accrochés quand même, on va dire ça. Oui, et le sablier de même. Tout de même. Allons enfants de la... Queen.
Ah non, mince. Bon, mais T'étais si près du but. si près. Bon, alors poursuivons. Bon, allez, pour le coup, je te propose le paquet qui est bleu, là. Qui est bleu. Ah, bon, on est déjà passé par là, très bien. Donc, Dans la brume, voilà, De Daniel Roby. de Daniel Roby. Toujours à Paris. Hein, Oui, ne nous Pour éloignons pas trop. Hein. Voilà. C'est vrai. Alors, Dans la brume, comme dit son titre, une brume arrive, envahit Paris. Et alors, il faut se réfugier dans les hauteurs, sur les toits ou aux derniers parce que étages. Ça vient du bas. Ça vient du bas, ça vient monte. des bas-fonds. Bah, c'est vraiment le côté infernal, le feu souterrain qui ressurgit, qui Complètement. les entrailles de la terre qui se... Une sorte de jugement dernier, quoi. Enfin, Voilà. quelque part. Et puis, c'est une histoire de famille aussi, avant tout, de reconstruction Ah, mais familiale. c'est ça qui est beau, c'est que Mm. ça devient intime aussi par défaut, parce qu'il ne reste plus qu'eux. Il ne reste plus Ça que. balaye tout Oui. le reste de la population, il ne reste Ouais. plus qu'eux. Il ne C'est reste plus que. c'est vraiment aussi ou même l'extérieur devient un terrain d'intimité. Parce que c'est ça aussi, ce rapport du dedans et du dehors, notamment la fille donc de la famille, du couple, qui Dans la bulle. dans la bulle. Et c'est voilà, il faut absolument pas qu'elle en sorte parce que voilà, elle a une maladie qui la contraint à rester dans cette bulle. Et Bah, la brume c'est qui- immunodéficience innée. Ah d'accord. Bah, c'est le système immunitaire C'est qui vraiment qui ne peut qui pas- ne marche pas. Ah oui. Voilà. Et donc il y a tout ce jeu de suspense aussi où les parents doivent alimenter la bulle parce qu'elle aussi, la bulle est en train de de plus avoir de batterie ou d'énergie suffisante Voilà, à cause et- de ce qui se passe. Mais, mais malheureusement, ils ont loué un appartement un étage trop bas. Eh oui. Et donc c'est vrai qu'il y a tout ce jeu-là. Il y a une spatialisation aussi dans la brume, c'est-à-dire que quand ils vont vraiment dans la brume, ils descendent, alors avec les casques, tout ce qu'il faut bien entendu. Et du coup, je trouve qu'il y a une vraie façon de cartographier malgré tout à travers la brume un espace comme une sorte de grand terrain de survie. Et puis, ça me rappelle beaucoup les jeux vidéo. Certains jeux Oui. vidéo dans les niveaux sous-marins où le personnage doit régulièrement Ouais. remonter à la surface Oui. pour respirer. Ah oui, parce que ça C'est- c'est il y une a- tension. Et très très bien utilisé, hein, Ah oui. où tout compte, masque à oxygène, C'est ça. et même quand tu n'as plus de masque à oxygène et que tu es obligé de descendre, ne serait-ce que pour alimenter en batterie la Bah bulle ouais, de bah la petite ça. fille. Ça peut être très dangereux. Et quand on sait la vérité, à la lumière de... Ouais, alors là, c'est d'autant plus tragique, cruellement. Ouais, oui, ouais. cruel. C'est ça. Cruel, mais Mais bon, bien mais imaginé puis, d'une oui. certaine façon. Ouais. C'est un pied de nez, C'est un cette pied de fin, nez. elle est Ouais, très ouais. bien trouvée. quoi. L'inversion de ce qui se produit, du coup. Qu'est-ce qui est poison? Qu'est-ce qui est poison, finalement? Eh oui. Non, voilà, à conseiller avec Romain Duris, Olga Kurilenko, de très bons acteurs aussi. Donc, Ah, la reine de Don Si. Quichotte. eh oui. Et puis, on en parlera, elle reviendra un peu plus loin, mais gardons le secret. Bon. C'est chou. Alors, et si... Bon, alors, je propose qu'on retourne le sablier. Eh oui. God save enfants de la... Patrie? Ah, j'ai eu... Non, mais là, c'est moi qui me suis trompé. Ah, mince. Bon, pour le coup, maintenant que le sablier s'est retourné, je te propose d'aller. Le blanc, là, qui a une belle tête. Oui. D'ailleurs, il est bizarrement emballé. Hein. C'est un peu de l'air abstrait, hein, ce paquet cadeau. Oui, hein. un peu de C'est- l'absurde, hein, même, je dirais. Oui, je dirais. Bah oui. Bah donc au poste. Voilà. De Quentin Dupieux. Et on l'a traité dans notre avis à vif Oui. numéro 32. Ah bon, bah là, l'art de l'absurde à son apogée, en tout cas en France, c'est Dupieux. Qui d'autre que Dupieux pour faire de l'absurde? Ah non, non, là... Qui ouais. d'autre que Dupieux pour faire de l'absurde? Qui d'autre que Ah, Dupieux pour faire de C'est l'absurde? vrai, voilà. Qui d'autre que Dupieux pour Oui, faire de alors, l'absurde? absurde, oui. L'absurde, Absurde, l'absurde, absurde, l'absurde, Ah, l'absurde, stop, arrêtez l'absurde, tout. l'absurde. Bon, ça va. Pardon. Reste avec nous, reste avec nous. Alors, bon, au poste, bon, on en a parlé, donc c'est cette histoire d'un interrogatoire donc entre un commissaire un peu particulier et puis quelqu'un finalement qui n'a rien à Joué voir. par Benoît Oui, Poulvord. Benoît Poulvord. Et donc avec une sorte, enfin un innocent qui s'est trouvé au mauvais endroit, au mauvais moment finalement, hein, c'est un peu ça. Et puis ce qui est très bien, c'est aussi cette capacité qu'a Dupieux à créer une sorte de réalité alternative où finalement presque là, en tout cas dans Au Poste, il recrée la scène du crime a priori, une sorte de confusion temporelle comme ça. Oui, et, je suis d'accord. Mais je dois quand même te dire que je suis pas du tout d'accord. Ah, C'est que le film, il raconte pas ça du tout. Le film raconte quand même l'exploit d'un chef d'orchestre nu qui fait jouer à toute une violoniste en plein c'est air vrai. une commence comme ça. merveilleuse symphonie juste avant que les ambulanciers ne viennent le réceptionner. Oui, c'est vrai que c'est quand même déjà très incongru pour une entrée en matière. Non, et puis ça va jusqu'à quelqu'un qui bute contre quelque chose, qui se plante une équerre dans l'œil et qui finit comme ça, quoi. C'est ça son destin, c'est quand même triste. Bah, non, il finit pas comme ça. Ah non, c'est vrai. Non, Sans arrêt, il est là. c'est vrai. Il s'insère dans les flashbacks. Bon, c'est pas trop ce qu'il dit Non, trafic, voilà. mais c'est vrai, il revient. Ouais. il demande par exemple au suspect qu'il a caché dans un placard parce que bon, ça allait C'est aggraver son voilà, cas. c'est
Donc vous allez me laisser tout seul dans mon pauvre casier. Oui, voilà. Oui. Non, mais... Votre casier est bien rempli, hein. Ah, ça, le judiciaire, je parle. Et puis voilà, moi je trouve que ce qui est bien dans cet opus de Dupieux, c'est qu'il reprend une esthétique 70s. Il n'y a pas la Derrick. On sent le velours velouté. Tapisserie, mais vraiment à l'ancienne. Hein, c'est une machine à écrire. Ouais. Et le côté, effectivement, où l'absurde là est aussi issu du fait que ça n'a rien à voir, qu'il y a des éléments qui sont apportés qui n'ont absolument aucun rapport. C'est en fait un jeu sur la gratuité. Quelque part. Qui est très bien mené. C'est à quel point le gratuit peut être extrêmement comique au bout d'un moment. Bah c'est ça en fait. Le non-sens total, quoi. D'ailleurs, quel jour est sorti au poste, hein? Un 4 juillet, oui. 4 juillet, et comme tout le monde le sait, le 4 juillet, la balade en barque des Sœurs Lidl avec le grand Lewis Carroll, la naissance du Pays des Merveilles, tout ça. Hein. Il y a aussi de l'absurde dans je le rappelais. Et d'ailleurs, en l'honneur de l'absurde, eh bien, allons, God save the Lapa. Crie. Ah, là on est bon, quand même. Je ne te répondrai pas parce que ça devient confus tout ça. Bon, je te propose pour l'occasion de... Bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas ouvert un paquet rouge. C'est vrai. Allez, on se lance. Alors, Guy... d'Alex Lutz. Voilà, qui joue lui-même le rôle de Guy. Complètement. C'est presque un docu-fiction. C'est ça qui est très fort. C'est ça qui est très fort, c'est qu'on nous fait croire qu'il existe. En même temps, on est conscient que tout ça est bien sûr inventé de toutes pièces. D'ailleurs, il s'appelle Guy Jamais. Guy Jamais, donc... D'ailleurs, j'aurais bien vu pour un titre de ces CD, Jamais Forever. Jamais Forever, c'est ça. Et puis avec vraiment une reconstitution d'une carrière entière, des tubes, des clips. Voilà, et en plus, des musiques qui ont été composées pour le film. Spécialement, et ils ont très bien su analyser à quoi ressemblait la variété française de l'époque. De Limite, on aurait pu croire que c'était des chansons préexistantes. Un Michel Sardou, un Claude François, enfin ce qu'on veut, mais c'est vraiment dans cet esprit-là, un peu vieillissant, c'est-à-dire qu'il est vraiment à bout de souffle. Et en fait, qui est aussi un bon film français. Oui, aussi, voilà. Et puis ce qui est beau, c'est que ça va donc il va retrouver presque un sens à son inspiration aussi artistique grâce à ce reporter donc qui lui offre la possibilité de se livrer. D'ailleurs, la forme du film est très bien parce qu'elle est un peu comme The Visit de Shyamalan. Oui, c'est vrai. Où en fait, c'est vraiment ce qui est filmé par la caméra du journaliste du début à la fin. Voilà. Il n'y a pas de point de vue extérieur à ça. On n'en déroge pas. D'ailleurs, on verra jamais vraiment... Ah si, à quoi ressemble l'intervieweur? Oui, soit dans le miroir, par exemple. Voilà, oui. Faut toujours faire confiance au miroir. Oui. C'est-à-dire que comment Guy aussi se projette lui-même, comment il se voit lui-même à travers la caméra. On apprendra, c'est pas forcément un twist, hein, mais c'est son fils en fait. C'est pas un twist parce que c'est annoncé dès le début. Voilà. Et d'ailleurs, ce serait peut-être le petit bémol de l'histoire où je trouve que ce n'est pas assez développé cette relation cachée. Bon. À la fin, ça prend un peu son sens, mais c'est trop tardif. Et je trouve que... Et finalement, ça reste quand même aussi un peu en surface. Donc, même si l'idée que le principal intéressé ne le découvre jamais, je trouve que c'est plutôt élégant. C'est élégant, je suis d'accord avec ça. Bon, voilà, très bien aussi. Alors restons dans l'élégance, ou pas. Ou pas, oui. Alors, tiens, pour un film bien français, God Save the Queen. Ah, elle est arrivée. Bravo. Quand même, après tout. Allez, le paquet blanc, je te laisse l'ouvrir parce que moi, bon... Ah oui, Climax. Un sacré morceau, mais bon, peut-être pas dans le bon sens. Mais... Gaspard Noé, qui n'a pas cessé d'être louangé. Oui, voilà. Je vais pas dire loué, je vais dire louangé maintenant. Oui. C'est vrai qu'il a toute une horde de fans. Nous n'en faisons pas partie. Voilà, c'est sûr. Ce film, si j'avais envie de faire... oui, je vais faire une prétérition. Hein, oui, le fameux. Mais si j'avais envie, tu sais, d'être un peu scandaleux sur les bords, je dirais que c'est un peu de la fumisterie. Hein, c'est un peu de la poudre aux yeux. Mais bon, c'est juste une prétérition, donc je ne vais pas le dire, n'est-ce pas? Et j'ajouterais, mais je ne me permettrai pas, mais si je devais ajouter quand même quelque chose, c'est que c'est vraiment... comment dire, du vide, vraiment vide abyssal quelque part. Heureusement que tu ne te le permets pas. Mais je ne me le permets pas. Mais ta prétérition, elle est bien aussi. Elle est bien quand même. Bon, alors peut-être... Pour être plus honnête, oui. Il y a des prouesses, des virtuosités. Complètement. Et c'est d'ailleurs ça, je trouve, c'est d'autant plus rageant. Frustrant que ça tourne
avide, c'est au service de rien. C'est-à-dire qu'on a cette troupe de danseurs très doués au demeurant. C'est des danseurs, d'ailleurs, je crois qu'il est allé chercher des danseurs professionnels. Ah oui, voilà. En plus, les scènes de danse, elles sont fantastiques. Les scènes de danse font partie des scènes les plus virtuoses de l'année. Voilà. Ah oui. Moi, je suis... Voilà. Mais seulement... La manière avec laquelle ils filment en plongée verticale, c'est hallucinant. Ça tournoie. Ça virevolte. C'est enivrant, c'est hypnotisant même. Il y a vraiment un côté où le point de vue vertical qui permet en plus de donner des formes aux danseurs. Ah oui, complètement. D'ailleurs, c'est une très belle manière de jouer avec l'espace de la caméra, parce que là, pour le coup, tu as toutes les dimensions, les 2 dimensions pour tout en entier. Complètement. Ouais. Il y a vraiment cet aspect de la transe, moi, qui me plaît, parce que alors ça va vraiment déraper après à cause d'une drogue qui a été donc placée illicitement dans la sangria. Ah, la sangria. Oui, la sangria, la mauvaise, hein. Et oui, mais bon. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aime ce rapport, une forme d'abandon du corps. Ça, c'est un grand truc de Noé, c'est que d'un coup, le corps part dans tout un tas de désarticulations. Il capte des moments qui, visuellement, sont très forts à ce niveau-là. Par contre, si on creuse, si on gratte ce vernis-là virtuose, eh ben, il n'y a rien, fondamentalement. En fait, le chef-d'œuvre, ce n'est pas le film, c'est sa bande-annonce. Oui, qui vendait excessivement bien le film. et mine de rien, mais vraiment, si ça ne s'était contenté d'être un court-métrage, on aurait applaudi sans scrupule. Ah bah non. Mais là, c'est trop long. Et puis surtout, je trouve qu'il y a une facilité, une malhonnêteté même de la provocation. Parce que la provocation, fondamentalement, ça ne peut que marquer. C'est ça le principe de la provocation. Donc au bout d'un moment... c'est facile. Bon, je vais mettre juste des scènes provocantes, dénudées. Bon, encore, il n'y en a pas tant que dans d'autres de ces films. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment parfois des interactions entre personnages un peu sorties de nulle part. Là aussi, ça devient de l'absurde, du gratuit. Mais contrairement au Poste, c'est pas du tout bien géré et ça n'a pas du tout à être incorporé. Non, alors oui, l'argument qu'on pourrait rétorquer à ça, c'est juste... la folie pure qui n'a plus de raison. La folie pure, et donc, si elle n'a plus de raison, il faut que le scénariste, le réalisateur lui-même n'ait aucune raison de le faire. Je suis désolé, c'est un argument un peu simpliste. Je suis d'accord. Bon, alors, calmons-nous. Repartons avec un autre... Oui. Oui, quand même. God Save the... Queen. Ah, voilà. C'est bon, on le tient maintenant. Voilà, on le tient. Maintenant, on peut ouvrir le paquet suivant qui va un peu nous calmer. Oui, alors, toujours dans la même veine. Toujours un paquet blanc. Donc les Frères Sisters de Jacques Audiard. Avec donc Commode, Commode, Joaquin Phoenix. Alors lui, John C. Reilly, l'acteur qui joue son frère, et puis alors Jake Gyllenhaal qui joue dans beaucoup de films. Et alors l'autre, je crois que c'est Riz Ahmed. Bon, comme ça on aura cité le quatuor de tête. Voilà, et le Carré d'As. Alors les Frères Sisters, c'est comme le titre l'indique, c'est vraiment l'histoire de 2 frères qui sont dans une sorte de chevauchée un peu sanguinolente, sanguinaire quand même, parce qu'il tue un peu à tout va. Au nom du Commodore. Qui c'est pour ça que c'est commode. Hein. Oui, c'est déjà... La commode et le Commodore. C'est bien commode. Bon. Merci. Alors, bravo plutôt. Oui, bon. Et c'est vrai que ce qui est assez beau, c'est que la structure n'est pas du tout celle à laquelle on pourrait s'attendre dans un western. Je trouve qu'en fait, on commence... comme un western traditionnel, vraiment cette chevauchée dans le désert et finalement ils sèment la mort sur leur passage. Mais il y a quand même une volonté, surtout de la part du frère aîné, de s'affranchir, de se racheter, de s'évader de ce carcan, de cette malédiction. Un peu le mythe, tu sais, du malfrat qui recherche sa retraite. C'est ça, tout à fait. Ça va être le dernier coup qu'on va faire, mais bon, alors lui, effectivement, il ne se plaît pas dans cette vie de criminel. Son autre frère, lui, s'y plaît plutôt. Et du coup, ça va créer des tensions. Et c'est à partir du moment où ça va un peu exploser entre eux, où là, d'un coup, justement, cette structure va un peu éclater, la structure un peu classique du western. Les 2 autres personnages qu'on a pu amener aussi en parallèle, donc qui sont un chercheur d'or, je crois, et puis... chimiste, chercheur d'or. Et l'autre qui est un employé, un espion du Commodore, qui veut justement voler la formule, recette. La formule. Et ce qui est beau aussi, c'est que même ces personnages... En fait, tous les personnages, tout ce quatuor, sont tous, d'une certaine manière, à la recherche de la paix. Oui. D'un apaisement, à la recherche de quelque chose qui pourrait les libérer. D'ailleurs, je ne voyais pas du tout le scénario prendre cette tangente-là. C'est ça qui est très surprenant. C'est où donc justement Jake Gyllenhaal. Voilà, où Jake Gyllenhaal va finalement s'allier
Riz Ahmed. Voilà, merci. On va y arriver. Alors qu'au départ, il était plutôt censé l'éliminer d'une certaine façon. Et finalement, et finalement, même les frères Sisters eux-mêmes vont se joindre au groupe. Il y a une espèce où, quelque part, la fratrie va prendre le dessus, un besoin de... ça. Où finalement, toutes les inimitiés entre chacun disparaissaient pour une sorte de bien collectif un peu plus grand. Une certaine communauté, une création de communauté. Tu sais, c'est un peu le mythe de l'ermite qui s'isole, tu sais, avec certains de ses fidèles pour recréer une civilisation. Et puis avec l'or aussi comme possibilité de créer ça. Voilà, d'où l'Eldorado. Mais bon, tout est dans la méthode pour se procurer cet or. Qui est assez compliquée et dangereuse. D'ailleurs, ce que je trouve très beau, tout pour terminer sur ce film, c'est comment il arrive à renouveler ses promesses ou à tromper ses promesses. Ou à tromper, du coup, à les détourner. Parce que quand tu penses à Malfra, Desperado, à recherche de l'Eldorado en plein Far West, tu penses souvent à bataille d'armes jusqu'à l'affrontement final. Oui. Des batailles aux armes, il y en a, mais je trouve que la pirouette pour l'affrontement final est très bien. Totalement, c'est vrai. Sortant encore de... Encore une fois, comment finalement ils sont trop vieux. T'as encore l'idée de retraite, l'idée d'être dépassé d'arriver trop tard. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Alors, enchaînons. Nouveau sablier. Et voilà. Alors là... God Save the Queen. The Queen, toujours. J'ai préféré le dire ça. Voilà, ça. Alors, le jeu de Fred Cavaillé. Voilà, le papier cadeau blanc. Donc, encore une fois... La limite, réelle ou fantastique. Mais... Et d'ailleurs, c'est pas anodin que ce soit blanc parce qu'il y a une certaine blancheur, une pâleur qui a un rôle très important là-dedans. La lune, et oui. Mais qui s'éclipse d'ailleurs, une éclipse de lune. Voilà. D'où le côté un peu fantastique, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est quoi ? C'est plusieurs couples d'amis qui se retrouvent à dîner, et puis fondamentalement, alors les choses ont mal tourné, ils vont jouer à ce jeu, voilà. Ils posent tous le téléphone sur la table, et puis... Action, chiche ou vérité ? C'est un peu ça, c'est qui va recevoir tel message, et on se les lit tous, comme ça, à voix haute. De rendre public l'intime. C'est ça. Est-ce qu'on n'a pas, à un moment donné, aussi des choses à cacher, notre jardin secret ? Est-ce qu'on n'est pas dans notre droit d'avoir aussi ce jardin secret-là ? Et fondamentalement, ils vous poussez un peu la limite loin, puis tout le monde... ou presque quelque chose à se reprocher, au fond, bien sûr. C'est une comédie grinçante, je pense. Et un peu douloureuse en fin de compte, parce que finalement, à trop se dire les choses et à trop révéler qui ils sont vraiment, ils en perdent finalement quelque chose de cette amitié qu'ils avaient. Ils en perdent ou au contraire, ils en gagnent. Gagnent. Et c'est ça qui est très beau dans le message et dans la conclusion. Dans la conclusion, c'est que finalement, la question qui est posée, c'est que, mine de rien, malgré ce passage, malgré ces nouvelles haines, ces nouvelles colères suite à ces révélations, est-ce que ça n'aurait pas pu renforcer les liens ? Ou est-ce que la vérité, tu sais, c'est un peu comme une douche glacée, quoi. Finalement, une douche glacée peut réchauffer. Mais est-ce que là, se contenter juste de la tièdeur, parce que c'est ce qui se passe à la fin. De toute façon, on revient parce que le spectateur est bien conscient, une fois que la lune a réapparu, c'est redévoilé dans sa grande splendeur blanche. Eh bien, le spectateur sait ce qu'il en est. C'est vraiment un peu l'ironie dramatique, mais inversée cette fois-ci, d'une certaine façon. Donc là, on est tout en droit de comparer, parce que fondamentalement, ça ne se serait pas terminé si mal que ça. Non, ça aurait pu se régler, même se résoudre. En tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais pour la plupart. Et c'est vrai que c'est dommage. Mais c'est le mot qui revient, en fait, qui pourrait qualifier le message du film. C'est dommage. C'est dommage. Et maintenant... alors là on change de registre. On change surtout de couleur de paquet cadeau et de sens de sablier. Et oui. Allons enfants de la patrie. C'est bon, maintenant on est rodé. Merci. Alors, le paquet rouge, tiens, revenons dans le réalisme pur et dur. Oui, ça fait un grand plongeon dans le réalisme pur et dur. Un grand bain dans le réalisme pur et dur. De Gilles Lelouch, et oui. Ça fait du bien quand même d'avoir un film là qui respire une sorte d'entraide, de solidarité, de quelque chose vraiment de l'ordre de... C'est un bien-être, quoi. Et surtout, ce n'est pas niais. Ce n'est pas niais du tout, non. Non, je ne parle pas de panier, je dis ce n'est pas niais. Non. Ah oui, d'accord, j'ai compris. Oui, tu ne peux pas le nier. Je ne peux pas le nier. Tu ne peux pas nier que ce panier n'est pas nier. Il n'est pas nier. Donc, oui, alors c'est vrai que c'est très...
Si je devais trouver un adjectif, ce serait lumineux, éclairé, ensoleillé. Ouais, c'est vraiment... c'est revigorant, enfin, c'est vraiment... C'est le film qui fait du bien. Voilà. C'est pas mensonger. Si vous avez pu lire sur les affiches un film qui vous donne la banane, ou je sais pas encore, hein, j'irais peut-être pas jusque là. Moi, j'utiliserais peut-être une métaphore plus poétique à l'image du film, parce que c'est un peu trop potache. Alors que le film, même s'il joue là-dessus, il y a un humanisme plus qu'une humanité. Il y a quelque chose de très profond, de triste d'une certaine façon, mais d'une tristesse joyeuse, une mélancolie. Tout à fait. Parce que c'est quelque part des quarantenaires ou des quinquagénaires qui sont dans une sorte d'âge un peu enfin voilà, où la dépression n'est pas loin, l'âge voilà, de la désuétude. Où on fait le bilan un peu de sa vie, qu'est-ce qu'on a accompli ou pas. Finalement, là on se rend compte que le groupe a pas accompli grand chose, ou en tout cas pas accompli ce qu'ils auraient peut-être voulu, et ils ont certes une famille, alors pas toujours très stable. Et c'est comment chacun, en rejoignant le groupe, va pouvoir se guérir et guérir les autres. Oui, le groupe va devenir le grand docteur. Exactement, la thérapie par la nage. Et même la maîtresse de natation fait partie des patients. C'est pas elle qui guérit les autres. Non. Celui qui guérit les autres n'est nul autre que le groupe. Tout à fait. Et moi en plus je trouve, c'est ça qui est assez beau, c'est que chaque personnage a le droit à son temps, j'ai envie de dire, d'existence. Alors il y en a bien un ou deux qui sont un peu plus relégués. Notamment le fameux cliché, qui est une touche d'humour que j'ai plutôt pas apprécié en soi, qui est pince sans rire, un peu celui qui ne parle pas français. Il y en a qu'un seul dans toute l'équipe qui le comprend, qui quelque part ne prend même pas la peine de le traduire pour les autres. Mais c'est vrai que ça crée une dynamique. Mais ça crée une dynamique, un ressort comique, donc il a une utilité plus fonctionnelle que les autres, mais par contre, après, les autres c'est ça la grande qualité d'écriture du film, qui est de plus en plus rare dans le cinéma français et surtout dans les comédies, c'est qu'on n'a pas un traitement des personnages aussi complexe, aussi par endroits. Oui, c'est parce qu'ils sont vrais, c'est mine de rien. Ah oui. C'est bon, citons aussi les acteurs qui les portent bien. Encore une fois, tu as le retour du commissaire Benoît Poelvoorde. T'as le retour de Dominique Green. Quantum of Solace. Guillaume Canet. Tout un tas. Non. Et en plus, parmi les choses qui font du bien, il y a aussi les tirades de personnages qui jusque-là étaient très soumis à leur entourage et qui arrivent enfin à s'en extirper et à leur révéler leurs 4 vérités. C'est ça. Ça, c'est très jouissif, notamment la femme de Mathieu Amalric qui dit ses 4 vérités à sa sœur dans un supermarché. Alors on applaudit. Elle le dit d'une manière... je pense que les mots qu'elle a utilisés ont été inventés pour qu'elle le dise à ce moment-là. Presque. Ah ouais, non, ça fait tellement du bien. Enfin, c'est la revanche. Ils prennent leur revanche. Mais c'est ça qui est très beau. En plus, ce qui est d'autant plus sublime, c'est que cette revanche est extrêmement dérisoire, extrêmement ridicule d'une certaine manière. Mais ils en tirent une gloire tellement grande. Non pas qu'ils sont orgueilleux, non, ils en sont conscients. C'est ça qui est encore plus fort. Oui. Ils tirent une gloire de cette revanche de rien. Parce qu'ils ont quand même remporté quelque chose qui officiellement devrait être de grande valeur, mais comme à peu près tout le monde a l'air de s'en ficher plus ou moins. Alors, le climax, c'est toute cette... La grande représentation vos Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques de natation synchronisée, où là, carrément, c'est presque fantasmé ce qu'on nous montre à l'écran, c'est presque idéalisé. C'est ça, c'est-à-dire que d'un coup, ils deviennent les meilleurs au monde, quoi. Bon, tout va bien, c'était des amateurs il y a 2 mois, enfin, j'en sais pas. Mais... Mine de rien, elle est quand même très belle, cette scène. Je trouve que question de natation synchronisée, elles sont belles. Ah oui, aussi. Mais surtout, pour moi, le véritable climax, c'est la scène qui vient après. C'est vrai. On aura connu au moins 3 grands moments de silence, je trouve, ces derniers temps. Oui. Quelques minutes après minuit, First Man, et ici le grand bain. Souviens-toi, ils sont dans ils rentrent en France parce que c'est dans un pays nordique, près de la Laponie, bref. Ils rentrent, tout d'un coup, il y a Mathieu Amalric qui demande d'arrêter le camion. Ils sortent tous, il y a le soleil couchant, ils ont une tête presque d'enterrement, sans aller jusque-là, mais c'est juste après. En plus, on ne sait pas s'ils ont gagné ou pas, du coup, mais on les voit d'un air tellement froid, tellement mort presque, tellement, comme des revenants. C'est le retour des zombies de La Nuit des Vrais Mondes. C'est ça, ils sont là, ils sont parmi nous. Toujours là. Ils sont tous alignés les uns près des autres face au couchant.
silence. Et enfin, dès que ça se lève... Tout d'un coup, Mathieu Marie qui se met à hurler Son- de ouais. joie. Et tous qui suivent son exemple. Ah ouais. Et d'ailleurs, on n'a pas besoin de plus pour comprendre ce qui s'est passé. Ah oui, non. Et j'aurais presque trouvé ça beau, finalement, qu'il n'ait pas forcément gagné vraiment la première place. On est dans une sorte de surréalisme, presque de fable, en fait, où voilà, ils ont tout réussi, et c'est très beau aussi, mais du coup, moi j'aurais préféré qu'il n'ait pas forcément, qu'il se contente et que ce soit une toute aussi belle victoire pour eux, qu'ils aient une place inférieure. Ça, voilà, mais bon, ça c'est Oui, un mais il y a petit... quelque chose de Voilà. plus poétique, dans le message, ouais, de plus de plus touchant, magique aussi, de quelque plus part, magique, voilà, parce que leur quotidien est tellement gris d'une certaine Ouais. manière, tellement Bah oui, qu'ils ont plat besoin. que, mine de rien, ils le méritent. C'est ça qui fait aussi Oui. du bien, c'est de voir qu'ils l'ont mérité. C'est l'ont pas mérité. grand-chose, Non. fondamentalement, mais Mais ils c'est l'ont. vrai. Non, c'est un très très bon film qui mérite son succès. Et donc on passe à la suite. Voilà. Eh oui, alors là, on repasse couleur bleue. Ah, alors là on dit quoi? God Save the Queen de nouveau? Non, toujours pas. On laisse le sablier parler pour nous. Alors parle pour nous. Bon, on va quand même parler parce que sinon... Alors oui. Donc cette fois, oui, on ouvre un paquet bleu parce que cette fois, on va carrément aller dans l'espace. Dans l'espace, hein, pourquoi Le pas. Fantastique. Eh oui, parce que alors Claire Denis, High Life. High Life. Voilà. Et alors là, c'est très ambitieux ce qu'elle essaie de faire. Peut-être trop parce qu'on sent le manque de moyens à plusieurs Voilà. moments. Notamment les cadavres des astronautes quand ils sont Oui. dans l'espace et qu'on les balance par-dessus bord, ils font pas boum. Enfin, je veux dire, Ah, c'est ils tombent chute. pas. Ah oui, c'est vraiment, c'est la benne à ordures, quoi, là, l'espace. Les éboueurs doivent être à côté de Jupiter en ce moment, ils vont bientôt passer. C'est vrai ça peut être un peu ridicule sur les bords. Après, elle s'en sort plutôt bien dans les intérieurs, je trouve, où finalement ça reste très minimaliste, hein, c'est des Très couloirs. clos aussi, très Mais finalement, très c'est étouffant aussi. elle réemprunte quelque part un peu la forme du film carcéral, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'un couloir, des cellules sur les côtés. Ah, mais c'est une prison. Et hein. puis de toute façon, c'est une prison parce que pour cause, ce sont des D'ailleurs, criminels c'est aussi. c'est ce que j'ai préféré dans le synopsis. Ouais. C'est que des criminels qui sont engagés, enfin plus ou moins condamnés à mort, Qu'on mais a la mort, ouais. à qui on promet la grâce en échange de se cobaïfier, Oui, c'est ça. d'être envoyé sur orbite pour récolter des données dans l'espace, Déjà d'une part, etc. c'est vrai, mais aussi d'être effectivement sujet d'une expérience sur la reproduction notamment. Alors, Une expérience dont on ne saura jamais vraiment quels sont les enjeux et je trouve que ça manque quand même. oui, On ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas trop pourquoi. Et d'ailleurs, je trouve qu'il y a certaines incohérences. Sur Terre, ils ne sont pas en danger, parce que si vraiment ils étaient en danger, ils n'auraient pas envoyé que des bagnards, que des rebuts, entre guillemets, de la société dans l'espace. Si vraiment il était question d'évacuer la planète, d'abord, je pense que ce seraient les riches qui se paieraient un voyage en premier, mais certainement certainement pas des condamnés à mort. Non. Après, voilà, moi j'ai été assez fasciné par le sentiment d'hypnose vraiment du film. Le personnage de sorcière. Et de sorcière de Juliette Binoche, qui elle a un vrai rôle intéressant, qui aurait pu être encore plus poussé, mais je trouve que celle qui inscrit le film dans une dimension qui moi, m'a beaucoup plu, une sorte de côté un peu anxiogène, où finalement tout le monde va se retourner les uns contre les autres, et elle, on ne sait pas si elle en tire une sorte de satisfaction de ce chaos qu'elle sème, ou finalement si elle en souffre aussi. Mais voilà. C'est vrai qu'il y a une ambiance, mais pour moi il manque des enjeux, et il manque des personnages, dans le sens que ils sont vides. Même le héros c'est un peu abstrait. C'est pas qu'ils sont vides, mais c'est tellement esquissé. Presque inexistant pour certains. Je veux dire, on s'attache pas forcément au personnage. Bon, peut-être qu'il fallait pas s'y attacher. Il y a un manque émotionnel, vraiment. Mais surtout, c'est une errance. C'est pas seulement les personnages qui errent dans l'espace, c'est le spectateur qui erre dans ce scénario. On est un peu on flotte. On sait pas trop à quoi se rattacher. Mais bon. On vient dans les égouts. Tout le monde flotte en bas. Voilà, ouais. Bon, très bien. Alors, on parlait d'espace, de vide, on parlait de flotte, donc d'eau. Oui. Parlons d'un autre élément. Après l'air, la terre, l'eau. Le feu. Eh oui.
Alors là, pour le coup, on va bel et bien le chanter, vu qu'il le chante même dans ce film. Allons, enfants de la patrie. Non, on n'est pas bon, on n'est pas bon. C'est pas le... Bon, enfin, c'est pas grave. Allons, God save patrie. Voilà, là, on est juste. Merci. Alors, Sauver ou périr, de Frédéric Tellier. Oui, Bon. alors fais attention parce que là tu es en train de déchirer le papier cadeau qui était d'un beau rouge pourtant. Eh oui, et le un beau rouge feu, Mais voilà. oui, c'est ça. Alors, l'histoire vraie d'un... Dénommé Franck. Voilà, alors c'est pas forcément calqué explicitement sur ce qui s'est passé pour donc ce Franck-là. Le film s'autorise quelques libertés. Non, pas Franklin, Franck. Franck, bon, bref. On suit ce parcours de ce pompier qui va tragiquement être brûlé dans un incendie. Joué par le grand. Pierre Ninet. Oui, oui. Alors là, oui, encore impeccable. Aux côtés de la grande. Anaïs de Moustier, voilà. Et donc Sauver ou périr, faut le dire juste avant de se lancer, c'est que c'est le mot d'ordre en fait des pompiers de Paris, des sapeurs-pompiers de Paris. Ça donne le programme. C'est soit je vais sauver la personne, soit j'en mourrai. Enfin, il n'y a pas d'autre alternative. Je ne peux pas laisser la personne mourir. C'est pas envisageable. Et donc du coup, c'est vraiment ça qui est très beau. Et après, moi, mon souci, c'est vraiment le côté lacrymal. Alors là, on en fait des tartines, ça pleure. Faut bien éteindre les incendies. Hein. On a Ah besoin bah là, d'eau. ils peuvent. Là, il n'y a pas de souci. Mais bon. Disons, pour l'effet réel dont c'est inspiré, je crois que c'est effectivement un pompier, un grand brûlé, qui a été un des premiers à recevoir une greffe de visage grâce à son frère jumeau. Oui. Ouais. Bon, là, il n'est nulle question de frère jumeau. Voilà, c'est pas ça. Ça me rappelle un peu d'ailleurs, même si ça n'a absolument rien à voir, mais dans Baladatrice, c'était le clown Auguste. Ah, il y a un côté. C'est un peu le même principe. Parce que il va même jusqu'à se clowniser. Se clownifier. Se clownifier. Et justement, c'est ça qui est très fort, comment il arrive à... mine de rien, à surpasser cet handicap. Sachant que bon, le papier cadeau est rouge, mais fondamentalement, il aurait pu être blanc. Ouais. Parce que c'est ça que je trouve, pour moi, les meilleures scènes du film. Ouais. C'est le traumatisme qui s'incarne dans cette espèce de masque de la commedia dell'arte. Et tu sais, c'est vraiment le côté bouffon, mais... Avec le long nez. Mais horrifique, des fois. Hein, ah oui, mais qui pour moi presque... symboliserait son mal, son mal-être, sa maladie. Sachant qu'il apparaît, ce fameux clown au long nez, il apparaît sur des images, des illustrations. Sur des images aussi, voire même dans le masque que le héros reproduit. Voilà. D'ailleurs, le simple fait que le héros, à la fin, devienne un clown, c'est un peu une référence à cette espèce de polichinelle. C'est vrai. Ouais. Et surtout, la scène qui m'a marqué, c'est la scène de presque grand saut, dernier saut. C'est ça. Où il lui fait coucou d'en bas. C'est vraiment dans cette imagerie-là où il y a même la mort. Et d'ailleurs, ce qui est très fort, c'est que la mort, quand il la découvre dans un livre, il se prend un peu pour elle. Je veux dire, il me semble qu'il y a un raccord. Il y a même un moment donné où il voit, si tu veux, il se voit lui-même, et c'est un crâne, c'est une tête de mort. Il est devenu une tête de mort. Donc pour lui, il est déjà mort en fait. Voilà. C'est vraiment, il se considère comme tel. D'ailleurs, comme disait si bien ce grand Raymond DeVos, derrière chaque tête de vivant se cache une tête de mort. Oui, ça c'est bien triste, c'est sûr. Et alors, là, il y a juste une petite peur que j'ai eue. Enfin, c'est pas une peur, c'est juste que le propos est très intéressant de aussi la souffrance de l'entourage. Alors la peur, en l'occurrence, c'était que dans le Anaïs couple et voilà, de Moustier ne supporte avec tout ce qu'ils ont vécu à la fin. Finalement, le laisse. Et heureusement, il y a une justice. Oui, le siège qui était en face de moi dans la salle de cinéma, je ne suis pas sûr qu'il s'en est remis. Même si fondamentalement, on peut la comprendre aussi. C'est ça qui est très intelligent, très les intéressant. Les deux personnages sont. Mais oui, c'est. Pour moi, ça aurait été l'exemple qu'on peut comprendre quelqu'un tout en le détestant. Et oui, mais c'est ça qui est très très bien fait. Si elle l'avait fait, heureusement elle l'a pas fait. Mais... La justesse d'écriture, elle est là aussi. Et c'est vrai que. Enfin. Il y a toute une analyse autour de ça. C'est très beau film, mais voilà, moi ça pleurniche beaucoup trop. Et moi ça même s'il y a des scènes. Je sature vite, moi. Oui, c'est vrai qu'il y en a trop, mais certaines d'entre elles sont très bien menées, notamment quand l'infirmière elle-même
est trop ému. Je trouve que c'est... En plus, c'est un peu un catalyseur, parce que le spectateur se dit, bon, il y a déjà quelqu'un qui pleure, j'ai pas besoin de mettre ma part, la part du colibri. C'est vrai. Mais c'est le c'est vrai, c'est assez juste aussi là-dessus, c'est vrai que... Et on n'a pas tendance à voir en plus le personnel médical, avoir un vrai point de vue aussi, de les prendre en compte, pas juste en toile de fond. Donc ça, c'est vrai que c'est une façon... Et puis il y a une très belle interaction. Oui. Il y a aussi un côté très humain, en fait. Oui, de toute façon. Alors, donc, sauver ou périr, donc les pompiers, le feu, et qui dit feu d'ailleurs dit peut-être sulfurix. Sulfurix, oui, bien entendu. Alors là, on ne peut pas vraiment dire allons enfants de la patrie, parce qu'au temps de la Gaule, c'était un peu tôt. C'était un peu tôt, c'est vrai. Ceci dit, je te propose d'ouvrir le paquet bleu. Ah, alors Astérix et le secret de la potion magique. Qu'on a déjà traité en avis à vif. Le numéro 37. Le numéro 37. Alors, le duo, toujours, qui récidive, Alexandre Astier et Louis Clichy. Alors, on en a déjà dit beaucoup. Moi, je trouve que c'est une façon de se réapproprier l'œuvre originale, d'être très respectueux en même temps de ce qui a été fait, tout en apportant la signature, par exemple, d'Astier. Enfin, je trouve fondamentalement... Oui, voilà. Même si pour moi, Astérix, c'est un personnage qui a grandi dans les tripes de Goscinny et d'Uderzo. Oui, personne d'autre que d'eux pourront vraiment comprendre et savoir comment refaire un véritable Astérix. Mais même qui oserait reprendre Tintin? Encore heureux qu'il y ait personne qui ait eu qui fait l'affront de faire une suite à Tintin. Ce qui est très fort en plus, juste pour Tintin, c'est que le dernier album est inachevé. Et je trouve ça, encore une fois, comme le dirait le cheval, comme dirait un cheval, je trouve ça beau. Voilà. Quand quelque chose est inachevé, ça veut dire que quelque chose ne finit pas. Et quand ça ne finit pas, c'est infini, c'est immortel. C'est vrai. Bon, ça reste quand même un film à recommander parce que, en fait, ce qui est bien aussi, c'est ce décalage qu'effectue donc ce duo-là, Astier et Clichy, ce décalage du point de vue. C'est-à-dire qu'on nous vend Astérix, ça peut être d'ailleurs un peu mensonger, comme héros, et c'est panoramique. D'ailleurs, c'est tellement décalé qu'Astérix et Obélix ne sont même plus les héros. Oui, non, du tout. Ils ont un tout petit rôle, et en plus... Des rôles dont on aurait très bien pu se passer, ça nous aurait enlevé quelques facilités scénaristiques et quelques invraisemblances aussi. C'est vrai. Encore une fois, Astérix n'a aucune raison de s'énerver tant que ça. On sent vraiment que le scénario essaye de forcer. C'est vrai. Et il y a des tas de choses qui sont forcées. Le village est forcé. Le village n'a aucun rôle. Il n'a même pas son mot à dire dans le choix du druide. C'est le druide lui-même qui le dit. On va peut-être pas trop enfoncer le film parce qu'il a des qualités. Non, oui, mais on a déjà débattu de ses qualités dans La vie à vivre. Donc là, on va peut-être un tout petit peu. Oui, mais alors... Tu veux pas qu'on l'enfonce, on va en dire du bien, ne serait-ce déjà que par le méchant. Oui. Ce qui est assez amusant, vu que le style de Goscinny n'était pas vraiment sur des méchants, enfin ce style-là de méchants. Goscinny, lui, il les parodiait plutôt. C'était pas des grands méchants avec une prestance. Alors que là, on a vraiment un méchant digne de Disney, un Jafar. On est dans ce calibre-là. D'ailleurs, ça lui pendait un peu au nez, la barbe. C'est pas au nez. Déjà. Elle est grise. Alors, donc toutes les autres barbes sont blanches. Elle est déjà un peu plus foncée. Voilà, je trouve qu'il partait du mauvais pied, de la mauvaise barbe. Oui. Bon, de là à dire que les barbes foncées, c'est des méchants, on n'irait pas jusque-là quand même. Oui, mais quand même, je trouve ça suspect que de tous les druides, le seul qui soit méchant, c'est celui qui a une barbe grise. Voilà, fait exprès. Son pouvoir magique est assez impressionnant et bien animé, bien prenant, bien hypnotisant. Décidément, les méchants qui se gigantisent, j'ai envie de dire. Allez, non, ce moment, on a notre dose. Mais ce qui est dommage, c'est qu'à la fin, il devient juste méchant contre tout le monde. On sait même plus s'il est conscient sous sa forme de géant. Non, c'est vrai qu'il perd un peu de sa saveur. Donc, comme il perd sa saveur et donc de sa conscience, et donc en perdant sa conscience, il perd ses enjeux. Quels sont ses enjeux après ? Finalement, ça vide tout ce qui était un peu intéressant chez lui. C'est-à-dire déjà le propos politique qu'il soutient, enfin tout un tas de choses. Et c'est vrai qu'à la fin, pour en faire une sorte de monstre à la Godzilla bientôt, enfin quel intérêt. Visuellement c'était beau, mais il fallait qu'on garde son objectif de vue. C'est ça, c'est vrai que c'est... Enfin bon, alors, je te propose qu'on termine quand même. Et oui, cette longue liste. Et on va encore parler patriotisme. Donc, plus que jamais, God save the patrie. Tout à fait. Ah, voilà. Eh bien, nous allons parler de l'empereur de patrie.
L'empereur de Paris, presque. Ah. Bon, encore Paris, décidément. Hein, Ouais, dans le, toujours en rubalier de rouge. Voilà. Donc, ce sera plutôt réaliste. De Jean-François Richer, du coup. Ah, celui qui avait fait Mérine. Mérine, déjà avec Vincent Cassel, que l'on retrouve là, hein, dans le rôle de Vidocq, du coup. Ah, le Mérine de l'époque napoléonienne. Oui, alors, qui, à mon avis, là, il y a un peu plus de circonstances atténuantes, peut-être. Et c'est là qu'il y a le retour de la fameuse reine de Don Quichotte. Voilà. Olga Kurilenko, oui. Oh. Dommage qu'elle serve à rien dans le film. Oui, je suis d'accord avec toi. La baronne. Bon. En plus, elle apporte un propos assez intéressant. Elle aurait été une némésis aussi intéressante pour Vidocq. Parce que c'est une espèce de miroir noir de ce que lui est devenu. Complètement. Ouais. C'est parce que c'est aussi ça, l'histoire de Vidocq. C'est l'ascension d'un paria, on pourrait dire. D'un bagnard, hein, parce qu'il s'échappe au début. Donc un bagnard. Voilà. Hein. Tout trempé, donc tout baigné. Trempé, tout baigné. Voilà, il est en pleine galère, c'est le cas de le dire, la galère du bateau. Qu'allait-il faire dans cette galère? C'est ça. Et puis il s'en échappe, alors avec un boulet au pied, bon, il s'en sort, tout va bien. Passons. Oh, c'était un boulet en promotion. Un boulet en promotion, soldé, facilement détachable. Voilà. Et puis, bien sûr, il se sauve et il sauve en parallèle un autre homme qui lui a d'ailleurs juste sauvé la vie avant ça. Enfin bon, ils sont redevables, hein, on le comprendra. Ouais. Et donc voilà, tout ce cheminement-là donc de Vidocq qui va un peu se refaire une réputation, enfin voilà, même s'il est toujours un peu poursuivi, hein, il est pas laissé encore. Il est poursuivi par le père Ménochet. Père Ménochet, c'est vrai, qui revient à la charge, toujours aussi... Non, jusqu'à la charge. Jusqu'à la charge. Parce que là, il joue un inspecteur, on va dire, enfin... Oui, c'est ça. Hein. Ah d'accord, il est passé de l'autre côté de... Oui, de la justice. Oui, là, il a vraiment pris les choses en main. Là, il se dit, bon, maintenant, je suis dans la légalité, je fais ce que je veux. Il va boucler la boucle. Hein. Ah, on va commencer par lui, on va finir par lui. On va finir par lui, hein, comme quoi. Et bon, c'est vrai qu'il en veut un peu à Vidocq, là, pour le coup. Hein, mais c'est un peu dommage parce que je trouve que c'est un personnage... Bon, déjà, on sait, de par le genre de scénario, on sait que c'est quelqu'un qui va retourner sa veste en faveur du héros. Oui. Mais le développement avec lequel c'est fait est brutal. Il manque quelques scènes peut-être. Oui. Il manque quelques scènes. Bon, faut dire qu'on s'attarde beaucoup sur d'autres personnages. Oui. Moi, au début, je le voyais un peu comme un Javert, tu sais, qui est là, qui est sévère et même menaçant. Mais il l'est durant les scènes où il apparaît. Ah bah oui. Mais quand il apparaît plus, il ne l'est plus. Il ne l'est plus. C'est vrai que, bon, fondamentalement, je trouve que le film aussi brouille un peu les pistes sur qui va être le véritable ennemi du coup de Vidocq. C'est-à-dire qu'on a d'un côté, je crois qu'il s'appelle Maillard, celui qui justement l'avait un peu brutalisé dans la galère où il était, et qui continue un peu de lui en vouloir toujours après. Et finalement, on va se rendre compte que Esseni d'ailleurs, donc l'inspecteur réellement, c'est encore un autre, et c'est un autre qu'on connaît, ce qui réapparaît après, bien plus tard, c'est celui qui l'avait sauvé. Donc, de toute manière, ça aussi, on le voyait venir on le voyait peut-être des lieux à la mer. Mais c'est plutôt bien amené, et je trouve que c'est à ce moment-là d'ailleurs où il réapparaît que le film prend un peu son envol, faut quand même bien le dire, parce que et en plus réemprunte une forme, moi que j'associerais à celle des James Bond, une structure, c'est marrant, mais c'est-à-dire que vraiment le méchant qu'on n'avait pas vu venir, qui était pourtant évident. Je suis Vidocq. François Vidocq. C'est pas... eh oui, non, mais quelque part, parce que ça va jusque dans le climax final, où vraiment, là, ça va être l'affrontement dans une église. Enfin, il y a un côté sans un peu... aucune musique, ni bande-son autre que les... C'est plutôt bien vu, oui. Ce côté monumental de la confrontation finale. Le côté sacre. N'oublions pas qu'on parle d'un empereur. D'un empereur qui va devenir empereur. Hein. Ça sera au dernier survivant, mais bon. Et moi, ce parallèle-là, j'aime bien parce que ça complexifie le personnage de Vidocq. C'est quelqu'un qui, depuis le début, se dit être en mesure, tout seul, de pouvoir assurer la situation comme il l'entend. En fait, il se rend bien compte que plus ça va, plus finalement il ne peut pas faire sans une équipe, sans le collectif. Oui, c'est donc certainement pour ça que le collectif est si peu mis en avant, vu qu'on est dans son point de vue à lui, donc on s'y attarde pas. Ouais. Et en fait, il y a une psychologie qui aurait mérité d'être plus approfondie, plus torturée. Il n'est pas assez sombre d'une certaine façon. Oui, bizarrement. non, je suis d'accord.
il y a cette très belle scène qui arrive à un moment où il va faire tout un discours qui, a priori, est tout à fait inutile parce qu'il va essayer de prêcher dans les cachots avec les bagnes qu'il a mis, mis sous les verrous. Qui espère-t-il convaincre? Il le dit d'ailleurs lui-même. Il commence en disant j'ai aucun respect. Enfin, il termine en disant que j'ai aucun respect et il commence en disant je peux rien faire pour vous, etc. Mais en fait, ce qui est très intéressant et ce qui est très beau, c'est que tout ça, il le fait pour lui. C'est sa propre psychanalyse presque. C'est comme s'il avait besoin de se confier à, mine de rien, peut-être. Les siens, un peu. Voilà. C'est un peu un retour forcé à ses origines. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a voulu se hisser et finalement c'est ce qui lui pend au nez à la fin. C'est ça qui est aussi assez tragique, c'est que il est condamné. Il a eu cette ambition démesurée de vouloir se hisser dans les plus hautes sphères, de quitter sa condition peut-être qui était celle de ses bagnards aussi. Et finalement, à trop vouloir ça, il se retrouve bien obligé d'accepter ce destin d'empereur. On imagine bien qui l'attend. Mais est-ce que finalement, c'était fondamentalement ce qu'il voulait quand même aussi. Empereur, métaphoriquement parlant, parce que n'oublions pas qu'il y a Napoléon qui est à côté qui... Oui, c'est l'empereur de Paris. Il demande le monopole. Mais voilà, symboliquement. Sachant rester humble. Oui, quand même. Empereur, oui, mais seulement de Paris. Voilà, de Paris. Voilà, donc on finit sur la royauté. Quand même. Sur l'Empire. L'Empire, voilà. Donc une longue liste passionnante, bien sûr, de films français cette année. Voilà, comme on l'a dit, c'était très éclectique. Très... on est passé du bleu au blanc et au rouge. Et ça réhabilite le fait que le cinéma français compte dans le paysage mondial. Voilà. Il ne se cantonne pas aux comédies de bas étage. Non, il y a de tout. Ou aux drames sociaux. Non, un peu misérabiliste. Non, voilà. Non, du tout. Le cinéma de genre peut aussi être français. C'est vrai. Bon, voilà, espérons qu'il nous gâte encore pour 2019. Et bien sûr, donc le prochain cinéphile qu'on vous livrera sera sur notre top, on va dire, de 2018. C'est vrai que bleu, blanc et rouge c'est bien, mais il manque des couleurs. Eh oui, quand même. Notre top coloré s'impatiente d'ailleurs. Entends-tu le sablier nous appeler? J'entends. Ah, mais oui, lui aussi s'exprime, il veut vite. Oui, mais bon, ça viendra. Ça viendra. Ce que le sablier exige, il faut le donner au sablier. En attendant, une bonne fin d'année et à l'année prochaine alors du coup. Et oui, peut-être. Oui, tiens, c'est vrai. C'était une belle manière de terminer 2018. Tiens. C'est vrai. De manière bien patriotique. Voilà. Donc, faites de beaux rêves cinématographiques et de beaux rêves, s'il vous plaît, en version française.